Voici Neptune. Notre prochain arrêt est Pluton. Ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Un jour, avec les technologies de pointe du futur, un voyage de Neptune à Pluton ne sera pas plus long qu'un trajet en métro. Il y a d'énormes montagnes de glace sur Pluton, des vallées qui s'étendent bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, des cratères de 257 km de large, presque aussi grands que les plus grands sur Terre, et aucune vie. Les raisons pour cela sont évidentes. L'immense distance qui sépare Pluton du Soleil se traduit par des températures glaciales sur cette planète naine. Cela te garantit aussi un voyage de quelques milliards de kilomètres. De plus, cette planète est plus petite que la Lune. Il y aurait donc très vite pas mal de monde si les gens commençaient à y emménager. Pourtant, il existe une raison qui nous fait penser que la vie là-bas ne serait pas si improbable. Le Soleil a une durée de vie connue et celle-ci se découpe en cycles. Autrefois, notre système solaire n'était qu'un nuage de gaz et de poussière. À la suite d'un effondrement gravitationnel au centre de ce nuage, le gaz et la poussière ont commencé à se rassembler dans des endroits spécifiques et plus denses. Ceux-ci ont ensuite progressivement attiré de plus en plus de matière et le phénomène de conservation de la quantité de mouvement a fait que toute cette masse a commencé à tourner et à se réchauffer. En cause, l'immense pression. Plus tard, un disque semblable aux anneaux de Saturne est apparu, mais il était composé de substances très différentes. Et en son centre, il y avait la boule qui est finalement devenue le Soleil. Une proto-étoile est une jeune étoile qui accumule encore de la masse, et c'est exactement ce qu'était le Soleil avant que les températures et la pression en son sein n'embrassent son noyau. Des millions d'années plus tard, il est devenu ce Soleil que nous voyons tous les jours, mais il ne restera pas éternellement dans cet état. Il se réchauffera encore plus et finira par devenir plus gros et plus dense, se transformant en une géante rouge. Il pourrait un jour devenir assez gros pour engloutir Vénus et Mercure. Il y a de fortes chances pour qu'il avale même la Terre. Même s'il ne dévore pas notre planète, le Soleil pourrait se rapprocher suffisamment pour nous toucher. Si cela arrivait, la vie sur Terre ne serait plus possible. Mais alors, en quelques minutes seulement, le Soleil perdrait environ 40% de sa masse et rétrécirait d'environ 10 fois sa taille. Il ne serait plus aussi brillant ni aussi chaud qu'avant. À ce moment-là, la Terre aura déjà été désertée. Ses habitants partiront peut-être pour un voyage dans l'espace ou iront s'installer sur une autre planète où la vie est possible, comme sur l'exoplanète Kepler 62f, qui, soit dit en passant, est encore plus grande que la Terre. Et pendant ce temps, Pluton sera en train de changer. Avant, toutes les ressources étaient gelées à l'intérieur de la planète naine. De l'eau, des gaz comme le méthane, le monoxyde de carbone, et j'en passe. Mais alors que le Soleil atteindrait son pic de luminosité, Pluton se réchaufferait lentement et abandonnerait une grande partie de sa masse dans la vaste étendue de l'espace. En même temps, une atmosphère se formerait. Si l'atmosphère devenait suffisamment épaisse, elle créerait des conditions favorables à la vie. Alors, au lieu d'aller vivre dans des vaisseaux spatiaux, un petit pourcentage de notre population pourrait aller installer des colonies sur la planète naine. La température y est confortable, un temps pour se balader en t-shirt. Ça ressemble même un tout petit peu à la Terre. Des canyons remplis d'eau, de magnifiques champs à perte de vue avec des arbres, beaucoup d'espace pour courir et des gisements d'eau minérale dans le sol, suffisamment purs pour être bu. Les rotations de Pluton sont différentes de celles de la Terre. Une journée sur Terre dure 24 heures, et on a parfois l'impression qu'elle ne va jamais se terminer. Mais Pluton tourne sur elle-même en 153 heures, soit 6 jours et demi. Après plusieurs heures sans sommeil, nous sommes fatigués et nos yeux deviennent rouges. Cela signifie qu'il nous faudra faire plusieurs siestes tout au long d'une même journée sur Pluton. Une année sur Pluton équivaut à 248 années terrestres. À moins que nous ne trouvions une technologie qui nous permette de vivre aussi longtemps, notre durée de vie totale serait inférieure à une demi-année sur la planète naine. Du coup, les maisons sur Pluton devront peut-être être équipées de chambres cryogéniques. Chaque fois que tu auras envie de rêver longtemps, tu sauteras dedans et tu te réveilleras 50 jours plus tard sur Pluton. Sur la planète naine, il y aura aussi des mers et des plages. Alors ça ressemblera vraiment à une toute petite Terre, bien loin de la vraie Terre. La nourriture sur Pluton pourrait être plus savoureuse. Nous pourrions trouver un moyen d'améliorer la saveur des ingrédients et même d'essayer de les faire pousser plus vite pendant notre voyage. Tu plantes une carotte et 2 jours plus tard, elle est prête à intégrer ta salade. Il pourrait aussi y avoir de nouveaux ingrédients pour nos salades sur Pluton. Peut-être des champignons de 2 mètres de haut, du jamais vu. Les animaux que nous emmènerions avec nous seraient relâchés dans leur nouvel habitat et avec le temps, ils évolueraient et s'adapteraient à leur environnement. La loi de la jungle pourrait aussi changer un peu. Les lions ne seraient peut-être plus rois. Pourquoi pas les cerfs?
avec des bois 2 fois plus grands qu'avant et même avec des corps plus grands et plus forts aussi. La plupart des animaux qui étaient déjà là vivaient sous l'eau, mais avec le temps, les amphibiens auront commencé à se déplacer vers la surface, tout comme sur Terre, au commencement de la vie. Mais Pluton ne pourrait être qu'un foyer temporaire. Une fois que le Soleil aurait atteint sa phase finale, Pluton redeviendrait gelé et la vie disparaîtrait. Les gens devraient alors essayer de trouver une planète dans la zone boucle d'or d'une autre galaxie. La zone boucle d'or signifie qu'une planète se trouve à la bonne distance d'une étoile semblable au Soleil, avec une température idéale pour que l'eau y reste liquide. C'est ce que les scientifiques recherchent lorsqu'ils sondent l'univers en quête de planètes susceptibles d'accueillir la vie. Nous pourrions essayer de fonder de nouvelles colonies sur une planète de ce type, ou même, pourquoi pas, créer notre propre demeure artificielle, quelque chose entre une planète et un vaisseau spatial, une combinaison des deux. Un engin énorme construit directement dans l'espace. Disons une roue avec une gravité égale partout pour ne pas tomber. Elle flotterait dans l'espace vers une nouvelle exoplanète capable d'accueillir des pays entiers. Tout ce voyage simplement parce que le Soleil aurait d'abord trop grandi, puis, ayant atteint le point culminant de son cycle de vie, serait devenu une naine blanche. Ce serait un voyage assez long et des générations entières naîtraient pendant le trajet. Tu aurais le choix, dormir jusqu'à ce que les humains atteignent enfin leur nouvelle exoplanète ou profiter du voyage dans ce fantastique vaisseau spatial. Il y a tout ce dont tu as besoin à bord, des centres commerciaux plus grands que ceux de la Terre, des grandes villes futuristes et même des endroits pour cultiver la Terre. Des champs avec un sol riche fabriqués artificiellement. Et enfin, après un long voyage, l'exoplanète. C'est même un peu mieux que sur Terre. La planète est géante et possède encore plus de continents. Le centre des continents n'est pas aussi éloigné des océans, ce qui signifie qu'il n'y a pas autant de zones désertiques. Bien que le soleil de cette planète soit une naine orange, il n'est pas aussi chaud que notre soleil actuel, une naine jaune. Il est un peu plus petit, mais voilà le truc, les naines oranges vivent un peu plus longtemps. Elles restent stables pendant 14 à 45 milliards d'années. Malgré cela, cette nouvelle planète est pleine de forêts tropicales parce qu'il est fait plus chaud. Cela signifie plus de biodiversité et des créatures que nous n'avons jamais vues auparavant. Mais si nous décidons que les conditions sur cette exoplanète ne nous conviennent pas, nous pourrions toujours tenter une terraformation. Par exemple, sur Mars, nous pourrions créer un effet de serre en écrasant des comètes riches en glace pour libérer l'ammoniac qu'elles contiennent, ce qui rendrait la planète plus chaude. Nous pourrions aussi commencer à planter des arbres, nous aurions probablement besoin d'un peu de terre de chez nous pour faire cela. Ou alors, il nous faudrait modifier le sol de Mars pour qu'il soit similaire au nôtre. Tôt ou tard, l'atmosphère finirait par se rapprocher de celle que nous avons sur Terre. Nous serions capables de respirer grâce aux arbres, ensuite nous pourrions faire fondre les calottes polaires de Mars, et voilà de l'eau. Le problème, ce sont les vents et les éruptions solaires qui pourraient vite, même très vite, la dépouiller de cette atmosphère si précieuse. Mars ne possède pas non plus de magnétosphère, ce qui signifie que nous n'y serions pas protégés des radiations. Donc à long terme, cette planète ne serait pas un bon choix. Peut-être que quelque part, dans l'immensité de l'espace, se trouve une planète parfaite qui nous attend. Que nous arriverait-il à nous et à notre planète si elle devenait aussi grosse que le Soleil ? Le diamètre de la Terre est de 12 874 km. La traversée, c'est comme faire 3 fois l'aller-retour à travers les États-Unis. Ça ne semble pas beaucoup, non ? Eh bien, que dirais-tu de répéter ce voyage 305 fois de plus ? Imagine les dépenses d'essence. C'est le diamètre du Soleil, environ 1 392 082 km. Comparé à notre Terre, le Soleil est d'une taille inimaginable. Alors, que nous arriverait-il si nous le rattrapions ? Il existe 4 scénarios possibles, selon ce que l'on entend par taille du Soleil. Premier scénario. La Terre devient aussi grande que le Soleil, mais sa masse reste la même. Une planète gigantesque avec la masse d'une toute petite Terre. Tout d'abord, dis au revoir à la gravité. Plus la planète est grosse, plus sa gravité est forte, et vice-versa. Une planète aussi légère ne serait tout simplement pas capable d'attirer quoi que ce soit à elle. La gravité crée toutes les substances lourdes. Tout, des cailloux aux continents entiers, est maintenu grâce à elle. Je crois que tu as deviné ce qui arriverait sans elle. Nous nous transformerions tous en particules de poussière. Oui, la Terre deviendrait tout simplement un nuage de poussière.
Oh, et pour compliquer le tout, les gravités des autres planètes nous étireraient sur les côtés, ne laissant aucune chance à notre planète de reprendre sa forme originale. Ce scénario n'est finalement pas le meilleur, tu ne trouves pas ? D'ailleurs, même si la Terre demeurait une planète, la vie ne pourrait pas y naître dans ces conditions. Il y aurait une distance considérable entre le centre de la Terre et sa surface. Et souviens-toi, la masse de la planète est minuscule, donc pas de gravité. Elle n'aurait pas été capable de retenir l'atmosphère, et sans atmosphère, les organismes vivants ne pourraient pas se développer. Ça n'aurait pas eu d'importance de toute façon. La Terre serait en fait un nuage. Dès lors, ce nuage, pesant environ 10 fois plus lourd que Jupiter, se concentrerait dans l'espace. Par conséquent, il éclaterait et se transformerait en étoile. Et nous aurions un nouveau Soleil. Scénario 2. Celui-ci est à la fois un scénario à part entière, mais aussi une conséquence du précédent. La Terre devient aussi grande que le Soleil et a la même masse. Maintenant, nous avons 2 soleils. Nous serions un système stellaire dit binaire. Cela signifierait la destruction de notre système solaire. Imagine avoir 2 masses dans un seul système. Les orbites des planètes deviendraient instables, perturbées par un changement aussi soudain. Une fois qu'elles se rapprocheraient de notre exotère, elles s'effondreraient immédiatement, soit à cause des forces de marée, soit à cause de l'impact de l'exotère. Oui, même les géantes de gaz. Je veux parler de toi, Jupiter. Sais-tu quelle planète survivrait et prendrait finalement sa revanche sur nous ? Pluton. Ce serait probablement la dernière exoplanète restante dans tout le système. Elle est trop éloignée pour remarquer des changements, sauf en cas d'augmentation de la masse du centre du système. Donc l'orbite de Pluton se rapprocherait de notre système à 2 étoiles, et c'est tout. La Terre et le Soleil devraient accepter que Pluton soit désormais leur seule planète. Le disque protoplanétaire qui a formé notre système il y a des milliards d'années n'existerait plus. Donc, plus aucune autre planète ne pourrait être créée dans notre système. Tout cela est bien beau, mais qu'en est-il de la Terre elle-même ? À quoi ressemblerait la vie ? Voyons voir. Les nuits et les jours dureraient désormais plus longtemps en raison de l'augmentation du temps de rotation de la Terre. Il y aurait probablement une baisse significative de la température au pôle nord et sud. Même sur notre petite planète actuelle, ils ne reçoivent que très peu de lumière solaire. Donc si la taille de la Terre augmentait, la zone des pôles qui recevrait la lumière du Soleil diminuerait encore plus. Le côté positif, c'est qu'il y aurait beaucoup plus d'espace maintenant. Il n'y aurait plus de surpopulation. La taille de la planète serait tellement énorme qu'il te faudrait des années pour aller d'un point à un autre. Oui, quand on y pense, on se sentirait probablement très seul. Mais bon, qui sait ? Peut-être que les fusées deviendraient notre principal moyen de transport. Ça serait génial. Il y aurait de nombreuses régions vastes et inexplorées qu'aucun humain n'aurait jamais vues ou visitées. Nous ne connaîtrions pas non plus l'existence de nombreuses civilisations et de tribus différentes. Les siècles passeraient et beaucoup d'entre nous s'en iraient sans jamais rencontrer d'autres personnes et apprendre à les connaître. Et encore, si nous arrivions à marcher, nos os ne pourraient pas supporter notre poids avec une gravité aussi considérable, et notre cœur devrait travailler 2 fois plus pour nous maintenir en vie. Les oiseaux ne pourraient plus voler. Rien ne pourrait voler a priori. Tous les arbres qui existent tomberaient, et les nouveaux repousseraient à peine, comme de l'herbe. En parlant d'arbres, comment se porterait notre écosystème ? Eh bien, pas très bien. Si nous ne prenons pas soin de notre environnement dans notre petite Terre en ce moment, imagine ce qui se passerait si nous avions un espace aussi vaste à notre disposition. Je suppose que nos tonnes d'ordures auraient même eu raison des réserves infinies d'arbres et d'eau potable que nous aurions dans notre grande nouvelle maison. Nos machines et nos robots devraient être énormes pour être efficaces. C'est parce qu'une ferme ordinaire aurait désormais la taille d'un État américain. Aussi, il ferait beaucoup plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués. La Terre est si petite maintenant. Imagine ce qui se passerait si notre planète aurait la taille du Soleil lui-même. Moins de lumière solaire signifie que nous aurions probablement besoin d'un soleil artificiel. De plus, les différences de température à la surface de la planète seraient énormes. Si tu es surpris, c'est que tu as probablement sous-estimé la taille du Soleil. Il est presque 110 fois plus grand que la Terre. L'équateur de notre nouvelle Terre est égal aux 35 équateurs de notre Terre actuelle. Oh,
Et tu te souviens de Pluton? Eh bien, c'est notre seule lune maintenant. La première se serait probablement écrasée sur nous il y a bien longtemps, nous faisant subir le même sort que les dinosaures. Dans ce cas, toute l'eau se serait probablement évaporée de notre planète. Bref, il y a des milliers de mauvais cas de figure. Mais passons à autre chose et concentrons-nous sur du positif. Scénario 3. Même chose, mais la Terre conserve sa densité. Celui-ci est intéressant. Nous ne sommes plus une planète. Nous sommes une étoile maintenant. En fait, nous sommes devenus encore plus lourds que le Soleil. Notre planète aurait maintenant une masse solaire de 3,9, car il faudrait équilibrer notre faible densité d'une manière ou d'une autre. Bref, ce serait presque la même chose que dans le scénario 2, mais avec des conséquences à long terme plus intéressantes. Puisque notre Terre serait devenue 4 fois plus lourde que le Soleil, elle aurait brûlé son combustible plus rapidement. Ensuite, elle évoluerait. En fonction de la masse de son noyau, elle deviendrait une supernova où ses couches extérieures exploseraient pour former une nébuleuse planétaire. Si elle devient une supernova, le Soleil, qui était si proche de nous, exploserait. Et il ne resterait plus que notre Terre, une boule solitaire d'un diamètre minuscule de 19 km. Nous serions une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile constituée de matière neutronique dégénérée. Cette matière est ultra dense et tourne très vite, alors mieux vaut ne pas s'en approcher. Si la Terre devenait une nébuleuse, le Soleil recueillerait toute la poussière et l'ajouterait à sa masse. Nous aurions désormais un Soleil légèrement plus gros et une naine blanche. Le temps passe, et le grand-père Soleil vit sa vie. Il deviendrait une géante rouge après avoir épuisé l'hydrogène de son noyau. Il commencerait à se dilater et laisserait sa matière, principalement de l'hydrogène, à la naine blanche. C'est nous. Lorsque la matière atteint des températures et des pressions suffisamment élevées, la fusion nucléaire se produit. Nous nous transformerions en une nova. Hurrah! Nous serions de nouveau une étoile solitaire, mais une étoile quand même. Que se passerait-il ensuite? Tu vois, une étoile est une bataille de forces opposées. L'une d'entre elles est la gravité, qui essaye par tous les moyens possibles de comprimer au maximum le plomb en une petite boule. La deuxième est un tas de combustible dans le cœur de l'étoile, qui, en brûlant, produit des tonnes d'énergie et des températures très élevées. Tant que ces forces sont en équilibre, l'étoile vit. Mais quand le combustible de l'étoile s'épuise, l'étoile se refroidit. La pression à l'intérieur diminue. Cela signifie que la gravité a gagné. Elle comprime l'étoile de toutes ses forces. En seulement 15 secondes, la lumière la plus brillante que tu aies jamais vue scintille de 1000 feux. Et notre ex-Terre devient une supernova, laissant derrière elle une nébuleuse impressionnante. Mais ne t'inquiète pas, il est impossible qu'une planète rocheuse obtienne la taille du Soleil. Seules d'autres étoiles peuvent être aussi grandes. Mais attends, pourquoi notre Terre est-elle si petite alors que les autres planètes sont énormes? Est-ce qu'elle continue de grandir ou est-ce qu'elle s'arrête à un moment donné? Plus tu ajoutes de la masse, plus tu obtiens de la compression. Au fur et à mesure que les planètes deviennent plus lourdes, la compression gravitationnelle augmente. Elle cesse de croître lorsque leur masse atteint environ 1,7 fois celle de Jupiter, ou 540 masses de la Terre. Après cela, l'ajout de la masse à une planète la rendra plus petite, car la compression devient plus forte. Comme tu le sais, toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, dans un certain ordre. Mais devine quoi? 2 planètes pourraient entrer en collision l'une avec l'autre et provoquer une catastrophe cosmique. Voici Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire. Elle est 17 fois plus lourde et 4 fois plus grosse que la Terre. Elle se trouve à 30 unités astronomiques du Soleil. Une UA est la distance entre le Soleil et la Terre. Elle est donc 30 fois plus éloignée de notre étoile que nous ne le sommes. Et Neptune fait un tour complet autour du Soleil en 164 ans, sur une orbite presque circulaire. Neptune est froide, calme et stable, mais une planète pourrait perturber cet équilibre. Pluton, c'est une planète naine couverte de roches et de glace. Elle est 6 fois plus légère et 3 fois plus petite que notre Lune.
C'est son orbite qui nous intéresse. Si tu regardes une carte du système solaire depuis le haut, tu peux voir que son orbite n'est pas ronde, mais elliptique. C'est donc un cercle légèrement aplati. À son point le plus éloigné, Pluton se trouve à 49 unités astronomiques du Soleil. Lorsqu'elle se déplace, elle se rapproche de l'étoile. À son point le plus proche, Pluton se trouve à environ 29,5 UA du Soleil. C'est plus proche que Neptune, donc hypothétiquement, elle pourrait entrer en collision. Regardons cette potentielle collision de plus près, encore plus près. Bien, Neptune et Pluton se rapprochent lentement l'une de l'autre. Ce sont deux mondes très froids, mais ils commencent à interagir l'un avec l'autre par gravitation, comme deux aimants. Cela les réchauffe de l'intérieur. Neptune est une géante gazeuse, dépourvue de surface solide. Il n'y a donc pas encore beaucoup de changements. Mais Pluton a une surface rocheuse. À cause de l'influence gravitationnelle de Neptune, elle commence à se fissurer. Pluton subit continuellement des tremblements de terre. Cela la fait chauffer encore plus. Lorsque Pluton touche presque la géante gazeuse, elle commence à s'effriter de l'intérieur. De plus, Neptune a une atmosphère très dense. La planète naine commence donc à s'enflammer à cause de la friction avec les gaz de la haute atmosphère. Pluton est maintenant très chaude d'un côté et très froide de l'autre. Cela provoque une grave déformation et elle commence à s'effriter. La moitié des fragments de la planète naine restent dans l'orbite de Neptune. Ils entreront en collision les uns avec les autres jusqu'à ce qu'ils se transforment en poussière et deviennent de nouveaux anneaux de la planète géante. D'autres fragments se consumeront dans l'atmosphère de Neptune. Et les plus gros rochers qui restent de Pluton tomberont sur Neptune jusqu'à ce qu'il soit complètement pulvérisé. Neptune a donc littéralement avalé Pluton et a continué son orbite sans aucun changement. Tout cela parce que la géante gazeuse est 20 fois plus grande et beaucoup plus lourde que la planète naine. Cette collision ne ferait donc aucun mal à Neptune. Mais cela ne peut pas vraiment se produire, car leurs orbites ne se croisent pas vraiment. Regardons à nouveau la carte du système solaire. Pas d'en haut, mais de côté cette fois. Les 9 planètes ici présentes sont toutes sur une ligne horizontale à partir du Soleil. La distance qui les sépare est grande et leurs orbites ne se croisent pas. Voici l'orbite de Pluton. Tu peux voir qu'elle est inclinée par rapport à la ligne horizontale de toutes les planètes. Elle commence au sommet, puis plonge sous les orbites des planètes et revient. Donc Pluton ne peut jamais entrer en collision avec Neptune. Pourtant, des collisions planétaires se sont déjà produites dans notre système solaire. Et c'est même grâce à ces collisions que la vie est apparue sur Terre. Remontons le temps jusqu'à il y a presque 4,5 milliards d'années. Cette boule de lave chaude, c'est la Terre. Elle vient de se former à partir d'un nuage de poussière et a commencé à refroidir. Mais alors, une planète errante de la taille de Mars est apparue à l'horizon. Elle s'appelait Theia. Elle s'est inévitablement approchée de notre planète. La collision avec Theia s'est produite à un angle parfait. Si Theia nous avait percuté de plein fouet, les deux planètes auraient été réduites en miettes. Mais elle nous a frappé presque à la tangente. Theia a arraché une partie de la matière de la jeune Terre et s'est elle-même réduite en miettes. Elle ne pouvait plus continuer son voyage car la Terre l'a prise dans son piège gravitationnel. Un grand fragment de cette planète est resté dans notre orbite. Des fragments plus petits se sont écrasés les uns sur les autres, tombant sur Terre ou rejoignant les restes de Theia. La poussière est retombée et nous pouvons voir cette image familière, la Terre et la Lune. C'est la principale théorie sur la façon dont nous nous sommes retrouvés en compagnie de notre satellite naturel. Les scientifiques affirment que c'est cette collision qui a provoqué l'apparition de la vie sur Terre. Theia a apporté beaucoup de glace qui s'est transformée en eau sur notre planète. La nouvelle Lune a stabilisé la rotation de la Terre et les conditions sur la planète sont devenues idéales pour l'émergence de la vie. Un autre genre de collision pourrait créer une onde de choc qui s'étendrait sur des milliers d'années-lumière. Une collision stellaire. Cela se produit généralement dans les systèmes binaires avec une naine blanche et une étoile régulière comme notre Soleil. Une naine blanche est le reste d'une étoile qui s'est éteinte. Lorsque les étoiles se rapprochent, elles commencent à se déplacer l'une autour de l'autre dans une danse en forme de spirale. La naine blanche tire vers le bas les couches supérieures de la plus grande étoile. Ce plasma chaud et cette poussière d'étoiles forment un disque lumineux. Les deux étoiles se rapprochent de plus en plus. Lorsqu'elles fusionnent enfin, cela provoque une réaction en chaîne dans le cœur de l'étoile chaude. La masse de matière exerce une pression trop forte sur le cœur de celle-ci. Les entrailles de l'étoile combinée se réchauffent alors encore plus et elles se dilatent, créant une supernova. C'est l'un des événements les plus brillants de l'univers. La lumière de l'explosion peut être vue à des centaines d'années-lumière.
Une autre vision spectaculaire est la collision d'une étoile avec un trou noir. Les trous noirs sont les objets les plus lourds de l'univers et leur gravité est incroyablement forte. Alors quand une étoile et un trou noir se rapprochent, le trou noir commence à manger la matière plus légère de l'étoile. Le plasma chaud, comme des spaghettis, se dirige vers le cœur du néant noir. Pour un observateur, ce plasma semble se déposer sur le bord même du trou noir. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Il se trouve que le temps est considérablement ralenti près d'un objet aussi lourd. On a donc l'impression que la matière reste sur l'horizon des événements, mais en réalité, elle est partie depuis longtemps au cœur du trou noir. Alors qu'il se rapproche encore plus, le trou noir commence à déchirer littéralement l'étoile et l'avale entièrement. À ce stade, le trou noir recrache environ la moitié de la masse de l'étoile sous la forme d'un faisceau d'énergie sortant directement de son cœur. L'autre moitié de la masse de l'étoile devient de la nourriture pour cette bête noire. Nous connaissons de nombreux trous noirs dans notre univers. Les plus lourds d'entre eux se trouvent généralement au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Mais que se passerait-il si deux trous noirs entraient en collision l'un avec l'autre? Les scientifiques ont eu l'occasion d'observer un tel événement. Deux trous noirs pesant respectivement 66 et 85 masses solaires se sont progressivement rapprochés l'un de l'autre. Ils ont dansé ensemble, faisant dévier la lumière qui passait près d'eux. Mais ensuite, ils ont fusionné en un énorme trou noir, pesant 142 masses solaires. À la même seconde, le nouveau trou noir a libéré des ondes gravitationnelles dans l'espace avec une énergie de 9 masses solaires. Les scientifiques ont pu capter ces ondes et observer la fusion des deux trous noirs. Mais cet événement s'est en fait produit il y a environ 17 milliards d'années. Nous ne le voyons que maintenant car les particules de lumière et les ondes gravitationnelles ont mis énormément de temps à parcourir la distance de 17 milliards d'années-lumière jusqu'à la Terre. Considère maintenant une collision à l'échelle galactique. Littéralement, il s'agit d'une collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Cet événement se produira dans 4,5 milliards d'années, alors reste à l'écoute. La Voie lactée compte environ 100 milliards d'étoiles, tandis qu'Andromède en compte environ 1000. Lorsque les galaxies s'approcheront l'une de l'autre, elles feront plusieurs cercles l'une autour de l'autre. À ce moment-là, certaines étoiles seront peut-être éjectées de leur galaxie comme par un lance-pierre. Puis, la Voie lactée et Andromède commenceront à fusionner. Un scénario possible est que notre système solaire entre en collision avec un autre système stellaire d'Andromède. Dans ce cas, il pourrait y avoir une collision stellaire et une supernova par la suite. Notre monde serait détruit. Une autre possibilité est que le Soleil soit éjecté dans l'espace noir. Dans ce cas, nous ne remarquerons peut-être même pas la différence. Tout ce que nous verrons sur Terre, c'est un ciel étoilé qui disparaît progressivement, car notre système solaire voyagera dans l'espace, loin de sa galaxie d'origine. Mais le scénario le plus probable est que lorsque les galaxies fusionneront, cela se fera sans aucune douleur pour nous. En fait, l'espace est très vaste, et il y a de la place pour toutes les étoiles des deux galaxies. La seule différence, c'est que nous verrons beaucoup de nouvelles étoiles dans le ciel nocturne, ainsi que des soucoupes volantes venant d'Andromède. Ou pas, mais ce n'est pas la collision des galaxies qui devrait nous inquiéter, c'est notre Soleil. Dans 4,5 milliards d'années, il deviendra une géante rouge. Il va s'étendre, engloutissant les planètes les plus proches. La Terre deviendra probablement la planète la plus proche du Soleil. Il fera si chaud que toute vie disparaîtra tout simplement. Et personne ne pourra assister à la collision galactique. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Terre avait autrefois des anneaux. Habituellement, on pense à Saturne quand on parle d'anneaux. Mais on pense aujourd'hui que la Terre a eu sa propre bande de particules de poussière à un moment donné. C'était dû à un phénomène appelé pluie d'anneaux. Et oui, notre planète était entourée de tout un tas de petits rochers et de poussières, peut-être les restes d'une hypothétique planète appelée Theia. Cette protoplanète aurait fait partie du système solaire primitif, et on suppose qu'un jour, elle serait entrée en collision avec la Terre. Et que ce sont les énormes restes de cette collision qui auraient formé notre précieuse Lune, et que les petits morceaux auraient formé des anneaux. Dans tous les cas, des particules ont été attirées vers la surface de la Terre par la gravité. Tout cela s'est passé il y a environ 4 milliards et demi d'années, peu après la formation de notre planète. Nous le savons grâce à diverses sources. Par exemple, nous avons trouvé quelques petites perles de verre au cœur d'anciennes roches, formées, selon certains, par la chaleur intense au moment de l'entrée des particules annulaires dans l'atmosphère terrestre. Nous avons également trouvé des traces d'isotopes dans d'anciennes roches.
Ces anneaux étaient de beaucoup plus petits que ceux de Saturne, et ils n'étaient pas glacés. Ils ne brillaient donc pas. Ils étaient probablement constitués de roches et de poussière. Nos scientifiques pensent qu'ils se trouvaient à environ 1000 km au-dessus du niveau de la mer, et s'étendaient jusqu'à la limite de roche. Ils étaient plus éloignés de la Terre que la Station spatiale internationale et la plupart de nos satellites. Depuis l'équateur, les anneaux ressemblaient à une ligne droite dans le ciel. Mais si vous vous déplaciez vers le nord ou le sud, ils s'élargissaient, créant comme un arc. Près du pôle nord, ils prenaient des teintes crépusculaires. Mais contrairement aux anneaux de Saturne qui perdurent, ceux de la Terre furent éphémères. Et c'est à cause du Soleil. La proximité de la Terre a fait que les particules d'eau glacée, capables de se former en anneaux, se sont transformées en gaz, ne laissant rien du tout derrière elles. Les rayons ultraviolets ont ensuite éliminé le reste. Et si la Terre avait gardé ses anneaux? Imaginez le spectacle de jour comme de nuit. Visuellement, ce serait époustouflant, de beaux anneaux flottant au-dessus de nos têtes. Pendant la journée, ils scintilleraient magnifiquement, et la nuit, ils seraient si lumineux que la pleine lune elle-même en serait éclipsée. Cependant, ils n'auraient pas qu'une influence positive sur nos vies. Tout d'abord, cette luminosité réfléchie par les anneaux troublerait les créatures nocturnes. Les bousiers ou les mouettes à queue fourchue, par exemple. C'est la lumière des étoiles qui les guide. Ces pauvres créatures seraient donc très confuses avec toute cette lumière en plus. Leurs habitudes en seraient perturbées. L'ombre projetée par les anneaux pourrait également perturber nos modèles météorologiques. Elle affecterait les niveaux de lumière du soleil et nuirait à la photosynthèse. Les températures changeraient selon l'épaisseur et la composition des anneaux. Et ça aurait un impact sur nos saisons et ça pourrait aussi provoquer des hivers plus froids et des étés plus chauds. Cela poserait également quelques problèmes à nos satellites. Le carambolage serait incessant et notre technologie ne ferait pas le poids contre tous ces rochers. Si les anneaux avaient été là depuis le début et qu'on s'y était adapté, peut-être que les choses se passeraient bien. Mais s'ils apparaissaient soudainement, cela causerait des tonnes de problèmes. C'est donc une bonne chose que seul Saturne possède des anneaux. Mais peut-être n'est-ce pas le cas. Ces bandes lumineuses et la célèbre division de Cassini sont visibles même avec un petit télescope ou des jumelles d'astronomes amateurs. Elles sont super vieilles et pourraient avoir été formées à l'époque des dinosaures. En réalité, les 4 géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, en ont toutes. Leurs impressionnants anneaux sont composés de tonnes de petites particules de poussière, un mélange de roches et de glace. Ça va du minuscule fragment à des cailloux de la taille d'une maison. Et ça varie d'une planète à l'autre, chacune possédant sa propre composition. Pour en savoir plus sur leur composition, nous n'avons qu'à les observer. Certaines particules sont aussi petites que des grains de sable, tandis que d'autres sont aussi grandes que des bus à 2 étages. Nous nous intéressons aussi à leur réflectivité et à leur éclat. Les anneaux de Saturne sont principalement composés de glace d'eau, et ils ressemblent à d'étincelantes gouttelettes gelées. Ceux de Jupiter sont plus poussiéreux, de fines particules rocheuses, similaires aux astéroïdes. Les anneaux d'Uranus sont encore un mystère. Ils sont sombres, ce qui laisse penser qu'il ne s'agit pas de glace d'eau. Il pourrait s'agir de carbone, peut-être même de charbon. Et Neptune monte d'un cran. Ces anneaux sont encore plus sombres, suggérant une poussière super fine, peut-être du carbone ou de la glace de méthane. Les scientifiques étudient également le type de lumière que ces particules émettent. Ils divisent cette lumière en spectres pour étudier les anneaux. Par exemple, la glace d'eau, le fer et les tholins organiques donnent aux anneaux une teinte rougeâtre. Et ces géants ne sont pas les seuls dans l'univers à avoir cette caractéristique remarquable. Par exemple, il y a une planète bien au-delà de notre système solaire appelée J-Cumae 107b. Elle a des anneaux 200 fois plus larges que ceux de Saturne, et elle est époustouflante. La NASA a surnommé cette planète Super Saturne. À l'autre extrémité, il y a un objet avec seulement 2 petits anneaux appelés 1199 Chariclo. Si Super Saturne est probablement une géante possédant une énorme gravité, cet objet, lui, est très petit. Ce n'est même pas une planète, c'est ce qu'on appelle un centaure. C'est ainsi qu'on appelle les petits corps célestes. Dans le cas des planètes lointaines, nous découvrons généralement leurs anneaux grâce aux ondes radio. Toutes les planètes ou satellites émettent des signaux radio. Lorsque ces signaux traversent les anneaux qui les entourent, cela donne une symphonie étrange et plutôt folle. La taille et le poids des particules dans les anneaux déterminent les notes.
Par exemple, les particules plus légères, comme l'aluminium, ont leur propre timbre, qui sera différent de celui du fer. Mais le vrai mystère est de savoir comment ils se forment. Chacune des planètes du système solaire a sa propre histoire. Dans le cas de Saturne, les scientifiques pensaient qu'elle avait peut-être eu un énorme satellite, et que ce satellite se serait un jour décomposé, après une collision par exemple, ce qui aurait formé ces fascinantes bandes rocheuses. Mais si nous additionnons tous les rochers, nous n'obtenons pas un objet assez grand. Donc cette théorie n'est probablement pas juste. Les anneaux pourraient se provenir d'une collision, mais de plusieurs objets différents. Les faibles anneaux de Jupiter proviennent de particules de poussière projetées en orbite par des micrométéorites. Neptune a pas vraiment d'anneaux, mais plutôt des arcs. Ils ne forment pas des cercles complets autour de la planète, seulement des parties de cercles. Ils sont influencés par l'attraction gravitationnelle de Galatée. Enfin, les mystérieux anneaux d'Uranus, rouges et bleus, déconcertent les scientifiques. Nous n'avons aucune idée d'où ils viennent, tout comme pour Super Saturne et le Centaure que nous avons mentionné il y a un instant. Les anneaux de notre système solaire ont leur propre avenir. La triste vérité est que Saturne perdra un jour ses anneaux emblématiques. La sonde Cassini de la NASA nous a montré qu'ils sont lentement attirés vers la planète par la gravité et le champ magnétique. Cela se produit si rapidement que la pluie d'anneaux de Saturne pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. Un jour, ce qui était autrefois un si beau spectacle, mesurant 22 fois la longueur de la Terre, se réduira presque à rien et deviendra une toute petite partie de Saturne. Mais ne vous inquiétez pas, malgré cette vitesse, il faudra environ 100 à 300 millions d'années pour que tous ces anneaux disparaissent complètement. Mais il y a une chose positive. Mars pourrait un jour avoir ses propres anneaux, même si cela prendra beaucoup de temps. Dans 30 à 50 millions d'années, Mars pourrait voir sa lune Phobos se désintégrer et former une bande éblouissante autour de la planète. Les fragments qui ne contribueront pas à l'anneau créeront des cratères sur la surface martienne. Espérons donc que nous n'y vivrons pas à ce moment-là. Les scientifiques de la NASA espèrent pouvoir continuer à étudier les anneaux des différentes planètes. En attendant, le télescope spatial James Webb continuera à les examiner et à les analyser. Espérons que nous en apprendrons davantage sur leur mystère et sur l'histoire de notre système solaire. Ok, tout le monde se calme. Fin du monde. Prise 1. Au début, cela ressemble à une boule de feu. Elle grossit d'une minute à l'autre. Bientôt, elle semble être plus grosse que le soleil. Les gens sont figés sur place, les yeux rivés sur le ciel. Ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils doivent courir pour sauver leur vie. Non pas que cela va les aider. L'astéroïde percute la Terre avec une force énorme. Il ne s'arrête pas de bouger avant d'avoir traversé la croûte terrestre à une profondeur de plusieurs kilomètres. Des milliers de kilomètres cubes de roches solides se transforment instantanément en vapeur. Toutes les créatures et les personnes qui sont assez proches pour assister à la collision ne vivent pas plus de quelques secondes. Le sol autour du cratère d'impact est recouvert de centaines de mètres de cendres brûlantes et de gravats. Quelques secondes à peine après la collision, l'herbe, les arbres et les buissons à des kilomètres à la ronde prennent feu. Mais ce n'est pas tout. La collision déclenche une série de catastrophes naturelles, à commencer par des tsunamis. Ce qui n'a pas brûlé dans les premières minutes est inondé. Dans certains endroits, les vagues du tsunami dépassent 305 mètres de hauteur. Des tremblements de terre commencent à secouer la planète. Moins d'une heure après que l'astéroïde s'est écrasé sur la planète, une rafale de vent fouette le monde. Sa vitesse est de plus de 1000 km/h. L'ouragan aplatit tout ce qui est encore debout et disperse des débris sur des kilomètres à la ronde. Un peu plus loin de la zone d'impact, le ciel commence à s'assombrir. C'est pourquoi les étoiles filantes semblent encore plus brillantes. Mais ce ne sont pas des étoiles, ce sont des débris qui retombent en pluie sur la planète. Ils pénètrent dans l'atmosphère de la Terre en brillant d'un rouge inquiétant à cause du rayonnement infrarouge. Ce ne sont que les premières heures après la collision, mais le ciel est presque complètement noir. Au moment où il commence à s'éclaircir, il n'y a plus de vie sur la planète. Les cendres sont encore en suspension dans l'air. Quand il pleut, l'eau devient très acide. Les incendies continuent de faire rage. Ils produisent des tonnes de toxines qui détruisent la couche d'ozone. La Terre perd son dernier bouclier contre les radiations du Soleil. Ok, ce scénario est un peu trop sombre et triste. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La fin du monde pourrait être bien différente. Un jour, une planète errante pourrait pousser la Terre hors de la zone habitable
et sur une orbite extrême plus éloignée du Soleil. Le climat de toute la planète commence à devenir de plus en plus froid. Il devient impossible de vivre près des pôles. Toute la vie se rassemble près de l'équateur. Très vite, la moitié de la planète se transforme en un désert glacé. La nourriture et d'autres ressources commencent à manquer. Il fait de plus en plus sombre. Il n'y a pas assez de lumière pour que les plantes obtiennent de l'énergie. Elles se fanent et les animaux qui s'en nourrissent ne peuvent plus s'alimenter et meurent. Plus notre planète est éloignée du Soleil, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile sur notre planète est faible. Au final, notre belle planète bleue s'éloigne trop de sa principale source de lumière et de chaleur. Elle se transforme en un morceau de roche sans vie recouverte d'une épaisse couche de glace. Non, cette fin n'est pas très joyeuse non plus. Elle fait même froid dans le dos. Autre chose ? Le Soleil pourrait s'étendre et se transformer en géante rouge. Si cela arrive, ça changera toute la zone habitable du système solaire. Le processus commence quand notre étoile n'a plus d'hydrogène dans son noyau. Cela déclenche plusieurs réactions. Au final, le noyau se réchauffe et devient plus dense, ce qui fait grossir le Soleil. Pendant cette transformation, le Soleil avale Vénus, Mercure et la Terre. L'étoile en expansion engloutit notre planète avant même qu'elle n'atteigne l'extrémité de sa phase de géante rouge. Elle va croître encore pendant environ un demi-million d'années. Dès que la Terre est dans l'atmosphère du Soleil, son orbite change. La planète s'enfonce en spirale dans la chaleur torride de l'étoile. Mais rien ni personne n'est là pour en être témoin. Bien avant cela, le Soleil a fait évaporer tous les océans de notre planète. À la fin, la Terre fond. Ok, ça pourrait être quelque chose de très différent. Partout dans le monde, les gens se réveillent au milieu de la nuit. Il fait aussi clair que pendant la journée, mais ce n'est pas la lumière du Soleil. Les cieux sont illuminés d'innombrables aurores, rouges, vertes, violettes. Elles apparaissent même dans les régions où personne n'en a encore vu, comme aux Bahamas, en Jamaïque ou à Hawaï. Le Soleil est une gigantesque boule de gaz en combustion, en constante évolution. De temps en temps, il crache des rafales d'énergie. Ce sont les éruptions solaires. Elles sont souvent accompagnées d'éjections de masse coronale. Cette fois, le Soleil a produit une tempête géomagnétique épique et l'a lâchée sur la couche protectrice de notre planète. Des vagues de particules chargées frappent l'atmosphère de la Terre. Le champ magnétique de la planète n'est pas assez puissant pour l'arrêter. Il cède et la tempête frappe la Terre, causant des ravages. Elle commence par perturber les GPS et mettre hors service les satellites. Ensuite, la tempête perturbe les communications par satellite. Mais l'une des pires conséquences est liée au réseau électrique. Les surtensions causées par les particules provenant du Soleil endommagent les transformateurs géants. La Terre se retrouve sans électricité pendant des années. Il n'y a pas de lumière, pas d'ordinateur, pas de téléphone, les systèmes d'approvisionnement en eau sont hors service. Il n'y a pas de nourriture dans les supermarchés, il n'y a pas d'électricité et les gens ne peuvent pas redémarrer les réseaux électriques déjà endommagés. La faune sauvage s'empare de la planète, créant une sorte de monde post-apocalyptique. Comme dans certains films, les singes dominent la planète pendant un moment. Ok, quoi d'autre ? Si tu disposais de la vision gamma, tu serais capable de voir des flashs immenses. Ils se produisent tous les jours, éclipsent tout ce qui t'entoure puis disparaissent à nouveau. Ces flashs sont des sursauts gamma. L'un d'entre eux pourrait anéantir l'atmosphère de la Terre. Le flash qui va détruire notre planète est né dans une galaxie lointaine lorsque deux étoiles en effondrement ont fusionné. Il est immensément puissant. Il transporte 10 quadrillions, soit 1 suivi de 16 zéros, fois plus d'énergie que notre Soleil. Lorsque l'explosion se trouve à 1000 années-lumière de la Terre, elle brille déjà autant que le Soleil. L'atmosphère de notre planète essaie de nous protéger lorsque l'explosion s'approche trop près. Mais ce bouclier ne dure pas. Le rayonnement est si puissant qu'il cuit littéralement l'atmosphère. Il crée des oxydes d'azote qui détruisent la couche d'ozone. Sans cette couche, les rayons ultraviolets provenant du Soleil frappent de plein fouet la surface de la Terre. Ils anéantissent le minuscule plancton de l'océan. Or, ce plancton produit entre 50 et 70% de tout l'oxygène de notre planète. Il disparaît donc et bientôt, il y a un grave manque d'oxygène. La vie terrestre disparaît en premier. Ensuite, les créatures commencent à disparaître des mers et des océans. Finalement, la chaleur et les rayons ultraviolets du Soleil transforment la planète en un énorme morceau de roche stérile. Bon, aucun de ces scénarios n'est vraiment réjouissant. Alors gardons la Terre comme elle est, d'accord ? Ou sinon, pourquoi ne pas faire exploser Mars à la place ? Éloignons-nous de la Terre pour la regarder de plus haut. Elle brille comme un sapin de Noël.
La nuit, les grandes villes ressemblent à des taches jaunes, et le jour, nous pouvons voir des structures étranges, comme une île en forme de palmier dans les Émirats Arabes Unis ou une ligne sombre qui traverse la Chine, la Grande Muraille. Ce sont des traces de l'existence humaine. Maintenant, pointons notre télescope vers d'autres planètes. Mars, c'est juste un désert sans fin. Vénus, seulement des rochers et des volcans. Même si nous regardons dans l'espace lointain, toutes les planètes sont sans vie. Pas une seule trace de civilisation extraterrestre. Beaucoup de gens pensent que la Terre n'est pas la seule planète où il y ait de la vie. Voici notre galaxie. Il y a des milliards d'étoiles semblables au Soleil. Et voici l'univers observable avec des milliards de ces galaxies. Il y a un nombre presque infini d'étoiles, et près de chacune d'elles, il doit y avoir des planètes habitables. Mais il se peut que nous n'ayons pas trouvé de vie sur d'autres planètes parce qu'elles se cachent justement sous leur surface. Par exemple, il y a Europe, un satellite de Jupiter légèrement plus petit que notre Lune. Sa structure ressemble à un œuf à la coque. Sa surface est une croûte de glace. Mais si on la traversait, on atteindrait un océan d'eau. Jupiter et ses satellites sont très éloignés du Soleil. Il y fait donc très froid, environ moins 170 degrés. L'eau liquide s'y transforme donc instantanément en glace. Mais Jupiter a une forte force gravitationnelle. Cela cause beaucoup de friction à l'intérieur d'Europe et ça réchauffe son noyau. Cette chaleur fait fondre la glace environnante et cela donne un océan d'eau liquide sous sa surface. L'eau est la base de toute vie, donc il pourrait y avoir de simples bactéries dans cet océan. Et qui sait, peut-être qu'il y a aussi d'autres formes de vie, comme des poissons aux formes étranges à cause de la faible gravité, ou des créatures semblables aux baleines, se nourrissant de plancton. En 2009, les scientifiques ont découvert une planète entièrement recouverte d'un océan, GJ 1214. Elle se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre et environ 75% de sa masse est constituée d'eau. Pourtant, les températures sur cette planète sont si élevées que cette eau s'évapore. Mais il y a tellement de vapeur qu'elle semble aussi dense que l'eau elle-même. Rien ne pourrait sembler vivre dans de telles conditions. Mais les scientifiques ont récemment découvert au moins 24 planètes meilleures que la Terre et les ont qualifiées de super habitables. Elles orbitent autour d'étoiles lointaines, dans leur zone habitable. C'est la zone située à une distance parfaite d'une étoile pour accueillir la vie. Dans notre système solaire, Vénus, la Terre et Mars sont dans cette zone. Une planète super habitable doit être 10% plus grande que la Terre et avoir une gravité plus forte afin d'avoir une atmosphère plus dense. Une température de 8 degrés supérieure à celle de la Terre rendrait cette planète plus humide et favoriserait le développement d'une variété d'organismes. Ces planètes pourraient accueillir la vie, mais il est difficile de savoir si la vie y est déjà présente. Le principal marqueur qui confirmerait l'existence d'une civilisation avancée là-bas pourrait être les ondes radio. Imagine une planète habitable semblable à la Terre. Au cours de l'évolution, des êtres intelligents y sont apparus. Ils sont plus grands que les humains à cause de la faible gravité et leurs yeux sont adaptés à la lumière d'une autre étoile, beaucoup plus brillante que le Soleil. Tôt ou tard, ces êtres devront utiliser des ondes radio pour communiquer entre eux. Nous pouvons penser à ces ondes comme à des sons puissants venant de haut-parleurs. Voici la Terre. Nous utilisons beaucoup les ondes radio et le bruit provenant de notre planète est assez grave. Si une planète voisine avait des radiotélescopes, de grandes antennes qui captent ces ondes, elle se rendrait compte que la vie s'épanouit ici. Il y a de nombreux radiotélescopes sur Terre qui sont pointés vers l'espace, dans l'attente d'un signal extraterrestre. Mais nous n'avons encore rien reçu. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il n'y a pas une planète quelque part dans l'univers qui émette des ondes radio. C'est une question de distance. Faisons un bond de 200 années-lumière vers une autre étoile. Supposons qu'il y ait une planète X hébergeant la vie. La civilisation ici est assez avancée pour utiliser les ondes radio, donc ils émettent une première onde dans l'espace. Nos radiotélescopes ne pourront la capter que 200 ans plus tard. Cela fonctionne également dans l'autre sens. La communication radio n'existe sur Terre que depuis 1895. Notre signal radio n'atteindra donc pas la planète X avant 2095. C'est seulement à ce moment que les extraterrestres entendront notre voix. Mais ce bruit ne dure pas longtemps. Chaque année, notre technologie s'améliore et le bruit que nous faisons diminue. Nous utilisons la communication mobile, la télévision par câble et la fibre optique. Cela réduit le bruit émis par notre planète dans le spectre radio et nous deviendrons même bientôt invisibles pour les autres planètes. Et c'est pareil de l'autre côté. Les ondes radio ne sont donc qu'un petit bip à l'échelle cosmique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer que le silence radio soit une preuve que la vie extraterrestre n'existe pas. Un télescope géant qui pourrait prendre une photo en direct d'une planète possiblement habitée changerait la donne. On zoomerait sur la photo et hop, on verrait des villes extraterrestres avec des immeubles et plein d'antennes. Mais nous ne pouvons pas encore voir si loin.
Nous pouvons à peine prendre des photos de Mars et de ses satellites, et même leur qualité nous induit encore en erreur. Prenons par exemple Sidonia, qui ressemble à un visage humain sur Mars. On a pensé qu'une ancienne civilisation avait fait une sorte de sculpture. Des théories plus extravagantes parlaient même des restes d'un géant, et qu'il y avait même un corps entier sous le sable de Mars. Mais en fait, c'était juste une colline. Le vent a créé des creux à cet endroit, et avec l'ombre, nous les avons pris pour des yeux et une bouche humaine. Il y a aussi le monolithe sur le satellite de Mars, Phobos. On y a trouvé une roche lisse qui était presque aussi haute que la pyramide de Khéops. Cette découverte a donné lieu à de nombreuses théories sur la civilisation qui l'a construite. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de plus qu'un rocher. Le nombre infini d'étoiles et de mondes qui les entourent garantit presque l'existence d'autres civilisations. Alors pourquoi ne viendraient-elles pas sur Terre ? Nous pensons que la vie dans l'univers se développe selon des scénarios similaires. L'émergence de formes de vie simples, suivie de l'évolution et de la naissance de civilisations technologiquement avancées. Mais comme sur Terre, des cataclysmes s'y produisent et provoquent des extinctions massives, comme les météorites. Il y a peut-être une civilisation prête à partir dans l'espace, mais qui fut détruite par une énorme météorite, comme celle qui a effacé les dinosaures de la surface de la Terre. La vie sur cette planète recommencerait donc un nouveau cycle à partir de zéro. En outre, plus la civilisation est avancée, plus le risque d'autodestruction est grand. Les scientifiques pourraient mener des expériences sur des machines, comme le grand collisionneur de Hadron, et y créer accidentellement un trou noir. Celui-ci se mettrait à avaler tout ce qui l'entoure et grossirait. Rapidement, toutes les villes super développées de cette civilisation disparaîtraient, ainsi que toute la planète. Une autre possibilité pour une civilisation super avancée serait de voyager par les trous de verre. Ce sont comme des tunnels situés dans l'espace-temps. Les extraterrestres pourraient voyager à travers sans jamais revenir en arrière. Mais il est aussi possible que la vie sur Terre soit unique, car notre planète s'est formée grâce à plusieurs coïncidences incroyables. La première est l'emplacement de notre système solaire dans la galaxie. Dans la Voie lactée, il y a un feu d'artifice constant de supernovas. Le rayonnement de ces explosions détruit tout ce qui l'entoure sur de grandes distances. Notre système solaire se trouve juste dans la zone de l'orbite galactique où nous sommes à l'abri de ces explosions. Un autre facteur est la Lune. Selon une théorie, il y a environ 4,5 milliards d'années, une météorite de la taille de Mars s'est écrasée sur la Terre. Un impact plus direct aurait simplement pulvérisé la Terre. Et si cette météorite n'avait fait qu'effleurer la Terre, les débris se seraient simplement envolés. Mais cette collision s'est produite précisément de manière à ce qu'une partie de la météorite reste dans l'orbite de la Terre, formant la Lune. Cette dernière a stabilisé la rotation de notre planète et a réchauffé son noyau par gravité. Et c'est là que notre planète a développé un champ magnétique qui nous protège des vents solaires. D'autres scientifiques pensent que la vie extraterrestre pourrait être différente d'un point de vue biochimique. Le carbone et l'eau sont les éléments de base de notre corps, mais le carbone pourrait être remplacé par du silicium ou du phosphore, et l'eau par de l'ammoniac ou du méthane. Ces atomes pourraient former des molécules différentes et s'assembler en un organisme vivant. Une vie basée sur de tels éléments ne ressemblerait à rien de ce qui existe sur Terre. Sous le soleil brûlant, parmi les dunes de sable, quelque part dans le désert du Sahara, tu marches à la recherche d'un trésor ancien. Finalement, tu trouves un étrange rocher dans le sable. Il est grand, ressemble à un gros morceau de charbon ou de roche noire, mais quelque chose de brillant à sa surface rend la roche inhabituelle. Cette trouvaille unique est la chose la plus ancienne qui ait jamais été découverte sur notre planète. Cette roche est née bien avant que la Terre n'apparaisse dans l'espace. La météorite inhabituelle a été trouvée en 2020 dans une zone reculée du désert du Sahara. Les scientifiques ont analysé les isotopes de magnésium et d'aluminium à la surface de la pierre et ont découvert que son âge est d'environ 4,5 milliards d'années. Pour l'instant, il s'agit du plus ancien échantillon de magma provenant de l'espace de l'histoire. Il appartient à une petite protoplanète qui n'a pas eu le temps de se former complètement. Cela s'est passé il y a très longtemps, lorsque notre système solaire se formait. De nombreux astéroïdes gigantesques flottaient alors dans l'espace. Certains d'entre eux se sont transformés en énormes corps célestes qui sont ensuite devenus des planètes. Les grosses planètes rocheuses ont absorbé les plus petites. La roche faisait partie d'une petite protoplanète qui venait de commencer sa formation. Mais un autre astéroïde monstrueux l'a détruite. La planète s'est brisée en milliards de morceaux. Certains d'entre eux sont devenus des parties d'autres planètes. D'autres se sont envolés en dehors du système solaire. Et un morceau a erré dans l'espace jusqu'à la formation de notre Terre.
Après cela, il a heurté l'atmosphère de la planète et est tombé dans le territoire aujourd'hui connu sous le nom de désert du Sahara. La roche a été découverte en 2020, mais l'érosion des roches extraterrestres montre qu'elle aurait pu tomber bien plus tôt. Cette chose ancienne, pesant environ 30 kg, a plusieurs morceaux de différentes météorites à l'intérieur. En termes simples, c'est une roche volcanique composée de lave. Elle a refroidi, s'est solidifiée et s'est cristallisée. C'est pourquoi on peut y remarquer la présence de paillettes. Les scientifiques espèrent qu'une étude plus poussée de la roche permettra d'en apprendre davantage sur la fondation de notre système solaire. Le plus gros astéroïde découvert aux États-Unis est Willamette. Sa taille est de 7,8 mètres carrés et son poids est de plus de 15 tonnes, soit la moitié du poids d'un bus. Plusieurs personnes peuvent tenir sur l'espace de cet objet de l'espace. Mais le plus intéressant, c'est que ce n'est pas une roche comme la plupart des météorites qui ont été trouvées. Willamette est composé de nickel et de fer. Ce morceau de métal massif a été découvert en 1906. Aujourd'hui, l'énorme roche est conservée au Musée américain d'histoire naturelle. La plus grande météorite jamais trouvée s'appelle Oba. Elle est située en Namibie et n'a jamais été déplacée car elle est trop lourde. Le poids de Oba est de 60 tonnes, soit plus qu'un tank. Un événement spatial s'est produit le 28 février dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ce jour-là, un énorme flash a illuminé le ciel. Puis, il y a eu un grand fracas. Plusieurs habitants ont ouvert la porte de leur maison et ont remarqué une tache noire de suie sur la pelouse. Ils ont immédiatement deviné ce qui s'était passé et ont signalé la trouvaille au réseau britannique d'observation des météorites. Si jamais tu trouves une météorite, signale-la le plus vite possible à un centre de recherche géologique ou spatial. Plus une roche spatiale reste longtemps sur le sol, plus elle perd rapidement de sa valeur. La pluie, la poussière, la neige, le vent, le soleil, tous ces facteurs endommagent la surface de la météorite, ce qui rend ensuite difficile l'étude de l'objet céleste. La météorite trouvée en Angleterre ressemble à du charbon, mais elle est beaucoup plus tendre et plus fragile. Elle contenait très probablement de l'eau gelée. La roche fait partie d'un énorme astéroïde qui a traversé l'espace lorsque notre système solaire n'était pas encore complètement formé. On a trouvé une combinaison unique de minéraux à l'intérieur de la roche, qui pourrait aider les scientifiques à en savoir plus sur les origines du système solaire et de la vie sur Terre. Rendons-nous maintenant en Allemagne, dans la petite ville de Nordlingen. Une énorme météorite ancienne est cachée ici. Il est très difficile de la remarquer, à moins de connaître le secret de cette ville. Tu te promènes dans ces jolies petites rues et tu admires les bâtiments à l'architecture magnifique. Tu y passes toute la journée et tu ne vois rien qui te fasse penser à une météorite. Pour résoudre ce mystère, tu dois quitter la ville. Tu montes alors sur une haute colline et tu vois que la ville est située dans une cuvette. Pendant longtemps, les habitants étaient persuadés que la ville était située dans le cratère d'un volcan éteint. Si tu regardes les maisons sous un certain angle, tu remarqueras peut-être un éclat inhabituel qui en émane. Au milieu du XXe siècle, un groupe de géologues est venu ici et a immédiatement déclaré que le cratère ne ressemblait pas à celui d'un volcan. Non, la ville a en fait été construite sur un énorme cratère laissé par une météorite. Le gigantesque corps céleste est tombé ici il y a environ 15 millions d'années. Il était si chaud que les bulles de carbone à l'intérieur se sont instantanément transformées en petits diamants. Lorsque les gens ont construit la ville, ils ne savaient pas qu'ils utilisaient des pierres précieuses car les diamants étaient à peine visibles. Les habitants n'ont jamais attaché d'importance au fait que les murs de la ville brillaient de façon inhabituelle au soleil. Aujourd'hui, ils pensent que cet endroit a été construit à partir de diamants tombés du ciel. Notre prochain arrêt est à nouveau au Royaume-Uni. Cette fois, les rochers sont d'origine terrestre. Le célèbre site de Stonehenge. Les gens ont placé ici des cercles de pierre dans un certain ordre. Tout le monde connaît ce monument archéologique, mais personne ne sait avec certitude la raison de sa création. Une autre construction, construite à partir de roches mystérieuses, a été découverte à seulement 3 km de là. On l'a baptisé Superhenge. Il est plus grand, plus lourd et prend plus de place. Chaque plaque ici mesure 4,50 m, ce qui correspond à la hauteur de 2 étages. Autrefois, les pierres se tenaient verticalement et formaient un énorme demi-cercle. Mais quelqu'un a renversé les pierres il y a environ 4500 ans, si bien qu'on n'a pas pu les détecter pendant longtemps. Les scientifiques ne peuvent toujours pas résoudre le mystère de Superhenge, mais ils pensent que les pierres verticales faisaient partie d'un énorme monument. D'autres rochers étonnants se trouvent dans le sud du Costa Rica. Il y en a des grosses, de la taille d'un humain, et d'autres plus petites, de la taille d'une boule de bowling. Et elles ont toutes une forme parfaitement ronde. Ces sphères rocheuses géantes ont été créées par des humains.
Il a fallu des années de polissage à l'aide d'outils en pierre pour obtenir cette forme ronde parfaite. Ces boules sont incroyablement lourdes, mais peuvent facilement rouler comme un ballon de basket. Toutes les roches sont d'un âge différent. Certaines d'entre elles ont été créées il y a environ 2500 ans. La plupart d'entre elles sont faites de magma volcanique fondu. À ce jour, les scientifiques ne savent pas dans quel but ces pierres étaient utilisées. Elles ont été trouvées dans différentes parties du Costa Rica, près des grandes villes. Il est possible que les anciennes civilisations les aient installées spécifiquement pour montrer la grandeur des rois locaux. De plus, de nombreux experts pensent que les pierres ont été utilisées comme outils pour étudier l'astronomie. Les personnes qui connaissaient l'utilité des roches ont disparu et l'histoire des pierres s'est perdue avec elles. Terminons notre voyage avec la découverte archéologique la plus étonnante de toutes. Tu te promènes dans le désert péruvien et tu grimpes sur une petite colline. Tu regardes en bas et tu remarques que la surface de la colline est couverte de lignes étranges. Tu t'éloignes et tu vois un énorme chat sur la colline. Un tel dessin s'appelle un géoglyphe. Sa longueur est d'environ 35 mètres, ce qui correspond à la moitié de la taille d'un avion de ligne Boeing. Les archéologues ont découvert le chat géant en 2020 et ont découvert qu'il avait été créé quelque part entre 200 et 100 avant notre ère. Ce dessin énorme fait partie d'un groupe mystérieux de différentes images. En plus du chat, il y a d'autres animaux, des plantes et des personnages fantastiques. Tous ont été trouvés dans le désert péruvien. Le chat a été trouvé par hasard. Les archéologues ne l'ont pas vu au début car l'érosion naturelle sur le flanc de la colline a presque effacé la silhouette. Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles, qui flottent librement, sont appelées planètes errantes. Elles se déplacent autour du centre galactique. D'autres orbitent autour d'une étoile haute, ou de deux. C'est dans les années 1990 que les astronomes ont découvert des exoplanètes pour la première fois. Depuis, ils en ont trouvé des milliers. Et maintenant, tu peux aussi y jeter un coup d'œil. Attention, spoiler, certaines exoplanètes sont plutôt bizarres, tandis que d'autres ressemblent à notre planète natale et pourraient probablement accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont récemment découvert que ce monde pourrait être encore plus semblable à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant. Elle n'est que 17% plus massive que notre planète. Elle tourne autour d'une étoile qui est moins lumineuse et moins massive que le Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide, et donc de la vie, puisse exister sur la planète. Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile mère. Cela signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence, tandis que l'autre est toujours dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète avait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et complète une orbite en 11 jours terrestres. Les radiations de l'étoile pourraient arracher l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima Centauri b ait de l'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'univers, c'est à un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. Toutefois, on ne sait toujours pas si Gliese 832c est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre énorme. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile hôte qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que Gliese 832c a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche. Une autre planète semblable à la Terre, TOI 700d, se trouve à 100 années-lumière de nous dans la constellation de la Dorade. Elle est en orbite autour d'une petite étoile naine plutôt froide qui a environ 40% de la masse et de la taille du Soleil. La température de sa surface est 2 fois moins élevée que celle de notre étoile. La planète la plus éloignée, qui est justement TOI 700d, a presque la taille de la Terre. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile mère. Aucune éruption provenant de TOI 700 n'atteint la planète, ce qui augmente les chances que l'exoplanète soit habitable. Cela signifie qu'elle peut potentiellement développer et maintenir la vie.
Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les conditions exactes à la surface de la planète. Mais l'une des simulations informatiques qu'ils ont créées montre une planète recouverte d'un océan. Elle possède une atmosphère très dense, dominée par le dioxyde de carbone. Les astronomes pensent qu'une atmosphère similaire entourait Mars lorsqu'elle était une jeune planète. Mais un autre modèle 3D montre TOI 700D comme un monde sans nuages, entièrement terrestre. C'est ce à quoi ressemblerait probablement notre Terre si elle n'était pas recouverte d'océans. Les vents sur TOI 700D s'éloignent du côté sombre de la planète et se rencontrent dans la zone qui fait directement face à l'étoile. Il existe une exoplanète qui se distingue des autres par sa couleur magenta impressionnante. On peut trouver ce monde dans la constellation de la Vierge. La planète s'appelle Gliese 504b. La distance entre cette planète et son étoile mère est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète s'est formée relativement récemment et elle brille encore en raison de sa chaleur. C'est pourquoi sa surface est rosée. À seulement 20 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance dans l'univers, une étrange planète errante flotte à travers notre galaxie, la Voie lactée. Même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant, 4 millions de fois plus fort que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores polaires. Lorsqu'elle a été découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune, ce qui est un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais plus tard, ils ont eu la preuve que l'objet spatial n'était pas assez grand pour être une naine brune. La planète est assurément un mammouth parmi ses pairs. Elle est 1,2 fois plus grande que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que ce champ magnétique exceptionnellement fort aide la planète à produire les aurores polaires. Mais le plus curieux, c'est qu'elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Cela pourrait être dû au fait que la lune de l'exoplanète aide la planète à créer ces spectacles lumineux. Si tu voyageais à 20 000 années-lumière de la Terre, tu t'approcherais d'une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Ces étoiles sont très froides et petites. Assez loin de cette étoile froide se trouve une planète. La distance entre ce monde et son étoile haute est si grande que la planète reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides jamais détectées. La température moyenne à la surface de la planète est inférieure à moins 218 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Si tu atterrissais à sa surface, tu ne verrais que des glaciers, des plaines et des montagnes de glace. Et pourtant, les astronomes affirment que la vie pourrait exister profondément sous la surface gelée, car le noyau de la planète est susceptible de générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de sa glace intérieure. Dans ce cas, il pourrait y avoir sur cette planète un énorme océan souterrain, peut-être même grouillant de formes de vie bizarres. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissions est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années, soit presque 3 fois plus que la Terre, qui est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Cela signifie aussi que la planète Genèse s'est formée seulement 1 milliard d'années environ après le Big Bang. La planète est si vieille que ses 2 étoiles hautes ont eu suffisamment de temps pour évoluer en une naine blanche et un pulsar faisant presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être impressionnants. L'exoplanète suivante n'est pas comme celle que l'on vient de voir. On l'appelle souvent Super Saturne, car J1407b possède un système colossal d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de notre Saturne. Ce monde bizarre se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule planète que nous connaissions qui a des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si tu plaçais J1407b dans notre système solaire et que tu la substituais à Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. L'exoplanète suivante, appelée WASP-12b, se nourrit de la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse, car son côté éclairé consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace.
La planète est géante, 2 fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. C'est probablement la raison principale des températures folles à la surface de cette planète. Elles peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius, soit seulement 2 fois moins que la surface du Soleil. WASP-12b voyage si près de son étoile hôte qu'il ne lui faut qu'une journée pour effectuer une orbite. Son côté sombre n'est pas aussi chaud que son côté éclairé, avec seulement 1200 degrés Celsius. En raison de cette différence de température, la vapeur d'eau et les nuages se rassemblent au-dessus de la surface de la planète. De temps en temps, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de la planète se déversent sur son étoile. À environ 4000 années-lumière de la Terre se trouve une exoplanète qui pourrait n'être qu'un gigantesque diamant. Elle fait 5 fois la taille de notre planète, mais n'a besoin que de 2 heures et 10 minutes pour tourner autour de son étoile mère. C'est un pulsar qui tourne à un rythme de 10 000 rotations par minute. La planète est plus dense que toutes les autres que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Elle se compose principalement de carbone, d'une densité si élevée que les astronomes pensent qu'il pourrait être cristallin. Si c'était vrai, cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Sur WASP-76b, il pleut du fer du côté sombre de la planète et la température du côté éclairé monte jusqu'à 2400 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour vaporiser la plupart des métaux. Cette exoplanète est un peu plus petite que Jupiter et située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques si terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite inhabituelle. La distance entre WASP-76b et son étoile mère est 10 fois plus courte que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est pourquoi l'étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. Un côté de WASP-76b fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est toujours complètement dans l'obscurité. Cette exoplanète bleu vif se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Un peu plus grande que Jupiter, elle semble calme et paisible. Sa couleur bleue pourrait faire penser à notre planète natale, mais cette apparence familière cache la nature horrifiante de la planète. Cette belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent l'atmosphère. La vitesse du vent sur la planète peut atteindre 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Quant à la température, elle peut y monter jusqu'à 870 degrés Celsius, mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde étrange et hostile, il pleut du verre de façon oblique. Probablement pas l'endroit où tu aimerais passer tes prochaines vacances. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapies dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure.
Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru.
Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est épurve. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. T'es-tu déjà demandé si la Terre pouvait être une créature intelligente ou plutôt une entité intelligente? Quelque chose avec un esprit et un instinct de survie? Présenté comme ça, on dirait un film de science-fiction dans lequel la planète où nous vivons se réveillerait soudainement un matin en se rendant compte qu'elle ne nous aime pas beaucoup et deviendrait complètement folle. Mais il s'agit d'autre chose. Ce que j'essaye d'imaginer, c'est plutôt l'idée que l'activité collective de la vie, celle des microbes et des plantes, pourrait modifier la planète et lui donner sa vie propre. Un peu comme un esprit vert. La métaphore de la Terre comme entité vivante n'est pas dénuée de sens. Des créatures rampent, nagent, marchent et volent en permanence dans les couches supérieures de nos sols, de nos océans et de notre ciel. Les plantes en recouvrent une immense partie. Et puis il y a des virus et des bactéries dans l'eau, dans la terre et dans l'atmosphère. Imagine maintenant que tous ces êtres vivants, les plantes, les animaux et les microbes, forment une grande équipe et travaillent ensemble. Ils ont des tâches différentes, mais un but commun. Faire de la planète un endroit où il fait bon vivre. Par exemple, les plantes produisent l'oxygène que nous respirons et les animaux contribuent à la pollinisation des fleurs. Ensemble, ils forment la biosphère, qui est en quelque sorte l'équipe vie de la Terre. C'est là qu'intervient l'idée d'une intelligence planétaire. Les individus et les groupes peuvent être intelligents, alors pourquoi pas une planète entière ? Les chercheurs pensent que nous devrions mesurer l'intelligence de la Terre en évaluant sa capacité à se maintenir en vie éternellement. Tout comme nous devons travailler ensemble pour survivre, l'intelligence collective d'une planète repose sur la capacité de toutes ces formes de vie à coopérer pour atteindre ce même objectif. C'est comme si la planète était un système complexe capable de prendre soin de lui-même, comme les forêts. Elle partage des nutriments grâce à des réseaux souterrains de champignons. Cela permet à tous les arbres de rester en bonne santé. Nous avons certainement beaucoup à apprendre des forêts. Si nous devions sauter dans un univers fantastique à la recherche de planètes intelligentes et conscientes, nous choisirions sans doute Mogo de Green Lantern. Il s'agit d'une entité qui peut par exemple changer son climat et modifier sa gravité, la croissance de ces plantes et d'autres choses du même genre. Et que dire de l'étonnante Pandora d'Avatar ? Te souviens-tu des fascinantes scènes où l'on voit ces espèces d'organes qui ressemblent à des tentacules ? Ils permettent aux créatures de communiquer entre elles à un niveau neuronal. C'est comme si la planète entière était un cerveau géant dont les cellules sont constituées d'une multitude d'arbres, de créatures et d'autres éléments plus petits. Nous sommes loin de tout ça, mais c'est amusant à imaginer. Pour l'instant, notre civilisation se trouve au stade que les scientifiques ont qualifié de technosphère immature. En bref, nous sommes encore trop concentrés sur l'utilisation de technologies qui ne sont pas toujours bénéfiques. Nous ne disposons pas d'une intelligence planétaire ou d'une compréhension collective de ce qu'il faut faire pour améliorer notre sort. Au lieu de cela, nous agissons chacun pour soi.
Nous n'en sommes pas au pire des stades, bien sûr. Des chercheurs ont défini 4 stades distincts pour expliquer comment une intelligence planétaire pourrait avoir un impact sur notre avenir à long terme. Le premier stade est ce que nous appelons la biosphère immature. C'est l'époque où la vie a commencé sur Terre. Il y a des milliards d'années. Il n'y avait que des microbes et aucune végétation. Il n'y avait pas de rétroaction globale. Ce qui signifie que ces microbes ne pouvaient pas encore affecter la Terre et son atmosphère de quelque manière que ce soit. Le deuxième stade est celui de la biosphère mature. Il y a 2,5 milliards à 540 millions d'années. C'est le moment où les continents se sont stabilisés et où la biosphère a commencé à exercer une forte influence sur la Terre. Le troisième stade, connu sous le nom de technosphère immature, est celui où nous nous trouvons actuellement, avec des systèmes interconnectés de communication, de transport, d'électricité et d'informatique qui puisent leurs ressources dans les systèmes terrestres et affectent la biosphère. Le quatrième stade, la technosphère mature, est celui vers lequel la Terre devrait tendre à l'avenir. À ce moment, la technologie profitera à l'ensemble de la planète. Nous utiliserons des formes d'énergie durables. L'intelligence planétaire est le signe d'une planète mûre, et les chercheurs tentent de comprendre comment nous pouvons nous en rapprocher. Ce que nous faisons au niveau individuel a donc de l'importance. L'activité collective de la vie, comme celle des microbes ou des plantes, peut changer une planète et en faire plus qu'un simple rocher sans vie flottant dans l'espace. Grâce à la biosphère, notre planète a découvert comment développer la vie de manière autonome il y a des milliards d'années. Et ça continue. Il nous faut maintenant trouver le moyen de mettre en place un système similaire, mais cette fois-ci avec la technosphère. Il est difficile d'imaginer que les planètes puissent devenir sensibles, comme Pandora ou un autre monde imaginaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les planètes se forment grâce à l'action commune de matériaux tels que les roches, les gaz et les liquides autour d'une nouvelle étoile. C'est comme lors d'une grande réunion de famille, où chacun apporte un ingrédient différent pour préparer un plat délicieux. Et tout comme ces ingrédients ne se transformeront pas soudainement en des êtres vivants, les matériaux d'une planète ne peuvent pas devenir des créatures conscientes par elles-mêmes. Sur Terre, après des milliards d'années de réactions chimiques complexes, des molécules ont commencé à se reproduire et à transporter des informations. Voilà comment la vie est apparue. Et la Terre est le seul exemple que nous connaissions. Voici la deuxième raison. Imagine que tu aies un grand jardin dans lequel tu plantes beaucoup de champignons et de bactéries, en espérant qu'ils deviendront intelligents et t'aideront à prendre soin de tes terres. Mais les champignons et les bactéries n'ont pas de cerveau, et ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Pour les animaux, avoir un gros cerveau n'est pas simple. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Les animaux ne deviennent donc intelligents que s'ils ont besoin de l'être pour survivre et s'épanouir dans leur environnement. Les chiens et les chats sont assez intelligents parce qu'ils doivent éviter les dangers et trouver de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de l'intelligence humaine qui construit des maisons, crée des œuvres d'art ou invente de nouvelles technologies. Il serait donc bien difficile d'amener tous les êtres et toutes les plantes au même niveau d'intelligence. La troisième raison pour laquelle il serait difficile pour une planète de devenir intelligente est la règle fondamentale du règne animal, la survie du plus fort. Toutes les créatures rivalisent pour l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'espace. Non seulement les différentes espèces sont en concurrence les unes avec les autres, mais les individus d'une même espèce se battent également sans arrêt. Songe par exemple aux crabes violonistes qui se battent sur la plage, ou aux loups qui se disputent leur proie, ou encore à moi, lorsque je vois une place libre sur une plage bondée. Ce type de comportement ne nous conduira jamais à la coopération globale. Il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple, les fourmis. Elles ne sont peut-être pas les créatures les plus futées de la planète. Mais lorsqu'elles forment une colonie, elles peuvent accomplir des choses incroyables. Récolter de la nourriture bien plus grosse qu'elles, construire des fourmilières, élever des petits, et même pratiquer l'agriculture. En fait, elles agissent comme un super-organisme, toutes les fourmis travaillant ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Les abeilles et les fourmis sont très altruistes et collaborent afin que leurs reines puissent se reproduire. Si une grande colonie de fourmis prenait le contrôle de notre monde, elle agirait comme un seul esprit et travaillerait dans son propre intérêt et dans celui de la planète, jusqu'à ce que celle-ci soit à court de ressources. Mais en réalité, il est difficile d'imaginer qu'un organisme,
même un super-organisme, puisse atteindre un tel degré de conscience de soi. Cinquième raison, comment communiquer? Entre eux, les insectes utilisent leurs phéromones et les humains leurs nerfs. Ces deux méthodes fonctionnent bien à une échelle réduite. Mais s'il s'agissait de faire communiquer une entité gigantesque de la taille d'une planète, je doute que ce soit rapide ou efficace. La communication au sein d'une entité comme celle-ci serait beaucoup plus lente que ceux que nous connaissons, avec nos ordinateurs et nos smartphones. Enfin, continuons à rêver de Pandora. Cela fait des décennies que les scientifiques découvrent de nouvelles planètes hors de notre système solaire. D'ici fin 2023, nous pourrions en avoir trouvé plus de 5000. Et beaucoup de ces exoplanètes pourraient même potentiellement abriter la vie. Maintenant, si tu es prêt pour une course folle à travers l'espace, penchons-nous sur les planètes potentiellement habitables que nous avons découvertes au cours des dernières années. Voici LP-890-9b et LP-890-9c. Attache ta ceinture car nous nous dirigeons vers LP-890-9, une naine rouge située à 105 années-lumière de la Terre. Cette étoile est assez froide par rapport à notre Soleil, soit une température d'environ 2593 degrés Celsius. Elle a beau être relativement petite, elle recèle pourtant bien des surprises. Ainsi, 2 exoplanètes orbitent autour d'elle. De plus, ces 2 planètes sont probablement telluriques, autrement dit rocheuses, tout comme notre Terre. Tout d'abord, nous avons LP-890-9b, qui a été découverte en 2022 à l'aide du télescope TESS, et confirmée plus tard par le télescope Speculus. Cette planète est une super-Terre, représentant environ 13 fois la masse de notre propre planète. Elle est également légèrement plus grande que cette dernière, avec un rayon environ 30% supérieur. Et si tu pensais que l'orbite de Mercure autour du Soleil était rapide, celle de LP-890-9b risque de te laisser pantois. Il lui faut environ 3 jours pour accomplir un tour autour de son étoile. Imagine que tu t'endormes dans un hiver glacial et que tu te réveilles dans la chaleur estivale. Mais la véritable surprise est sa voisine, LP-890-9c. Elle a également été découverte par le télescope Speculus. Elle est un peu plus éloignée de son étoile et son orbite est 2,5 fois plus longue que celle de LP-890-9b. Elle est également un peu plus grande que la Terre. Mais son plus grand intérêt réside dans son emplacement au sein de la zone habitable de son étoile. Cela signifie qu'elle pourrait potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface et un climat propice à la vie. Cette planète est devenue une candidate de choix en vue de l'étude de son atmosphère, à l'aide du télescope spatial James Webb. Mais attends un peu, tout n'est pas rose bonbon sur LP-890-9c. Elle est aussi très proche de son étoile, ce qui signifie qu'elle est constamment bombardée de radiation qui pourrait potentiellement la rendre bien moins vivable. Et pour couronner le tout, elle se trouve en rotation synchrone avec la naine rouge, de la même façon que notre Lune. Cela signifie qu'un côté de la planète fait constamment face à l'étoile et est incroyablement chaud, tandis que l'autre est perpétuellement plongé dans l'obscurité, ainsi qu'un froid glacial. Des simulations suggèrent que cette planète pourrait s'apparenter davantage à Vénus en termes d'atmosphère et de climat. Et Vénus, tu sais, n'est pas connue pour être spécialement accueillante envers les humains. Mais malgré ces difficultés, LP-890-9c demeure une exoplanète fascinante qui mérite d'être étudiée de façon plus approfondie. Qui sait quel secret elle peut receler? Passons aux candidates suivantes. GJ-1002b et GJ-1002c. Une équipe internationale de scientifiques, dirigée par des chercheurs de l'Institut d'astrophysique des Canaries, a découvert 2 planètes semblables à la Terre à seulement 16 années-lumière de notre propre système solaire. Elles sont toutes 2 en orbite autour d'une naine rouge, baptisée GJ-1002. Notre Soleil est une naine jaune, ce qui signifie que GJ-1002 est beaucoup plus froide et moins lumineuse que notre astre. Mais ce n'est pas grave. Les 2 planètes sont très proches de leur étoile, il ne devrait donc pas y faire trop sombre ou trop froid. Ces planètes, nommées GJ-1002b et GJ-1002c, se trouvent toutes 2 dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Ce qui signifie qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. De plus, elles ont toutes 2 une masse similaire à celle de la Terre. GJ-1002b est la planète la plus proche et met environ 10 jours pour orbiter autour de son étoile, tandis que GJ-1002c met un peu plus de 21 jours. Ces planètes sont d'excellentes candidates pour l'étude de leur atmosphère,
et pourraient même être des cibles de choix pour de futures missions à la recherche d'éventuels signes de vie. Le plus important, c'est que ces 2 planètes pourraient potentiellement abriter des organismes vivants. Et ça, ce n'est pas rien. De plus, le fait qu'elles soient situées si près de nous signifie que nous pourrons peut-être les visiter. Enfin, peut-être pas nous personnellement, mais bon, tu vois le topo. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons même une vie extraterrestre sur l'une de ces planètes. Ça, ce serait du jamais vu. Mais passons à la planète suivante. Kepler 1649c, également surnommée l'exoplanète perdue, a été redécouverte en 2022 par des scientifiques en exploitant les données de la sonde spatiale Kepler de la NASA. Cette exoplanète est située à environ 300 années-lumière de la Terre et orbite autour d'une petite étoile froide du nom de Kepler 1649. Elle a à peu près la même taille que la Terre et, comme les précédentes, se trouve dans la zone habitable de son étoile. Dans un premier temps, les données concernant cette planète avaient été écartées. Un programme informatique spécial baptisé RoboVeter, conçu pour passer automatiquement au crible les volumes de données recueillis sur Kepler, avait conclu que cette candidate n'était qu'un faux positif. En d'autres termes, le programme avait estimé qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une banale interférence. Heureusement, les chercheurs vérifient toujours ce genre de choses à 2 fois. Et en réexaminant leurs données, ils ont réussi à sauver la pauvre Kepler 1649c de l'oubli. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'une planète tellurique, tout comme la Terre. Et si elle contient vraiment de l'eau, il pourrait même y avoir de la vie. Mais ne t'empresse pas de faire tes valises. Il reste encore de nombreuses inconnues au sujet de Kepler 1649c. Par exemple, nous ne savons pas à quoi ressemble son atmosphère, ni de quel type est sa surface. Il est également possible que la planète soit verrouillée gravitationnellement avec son étoile, tout comme LP 890-9c. Et ça, ce serait vraiment pas top. C'est pourquoi Kepler 1649c mérite d'être étudié plus en détail. Peut-être s'agira-t-il de l'endroit idéal où poser son mobil-home à l'avenir. N'oublie pas de te munir d'une bonne dose de crème solaire, car la planète est très proche de son étoile et les choses pourraient vite s'avérer torrides. Kepler 1638b. Cette exoplanète se situe à environ 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile. Elle a été découverte en 2020 par la sonde Kepler au moyen d'un processus appelé transit. La sonde prend plusieurs photos de l'étoile à différents moments. Ensuite, les programmes informatiques analysent ces clichés à la recherche de points et de petites taches. Ces petites baisses de luminosité peuvent signifier qu'une planète est passée près de l'étoile. Kepler 1638b est une planète un peu particulière, comparée à la plupart des exoplanètes que nous avons trouvées jusqu'à présent. Sa masse est environ 4 fois supérieure à celle de la Terre et son diamètre environ 2 fois plus grand, ce qui en fait une exoplanète de type super-Terre. Sa période orbitale est d'environ 260 jours, ce qui est assez proche de celle de notre planète. Et ça, c'est encourageant. Enfin, un endroit où l'hiver et l'été se dérouleront normalement. Kepler 1638b pourrait également contenir de l'eau liquide. C'est pourquoi c'est une excellente candidate pour une étude plus approfondie visant à déterminer s'il est possible d'y trouver de la vie. Espérons que nous en apprendrons plus sur cette planète à l'avenir. Et enfin, la dernière de la liste. Kepler 438b. Kepler 438b est une exoplanète située à environ 640 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre. Elle a été découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler. Certains des aspects les plus intéressants de Kepler 438b sont sa taille et son emplacement. Elle a à peu près le même volume que la Terre et orbite également dans la zone habitable de son étoile. Mais il y a quelques bémols. Tout d'abord, Kepler 438b orbite autour d'une naine rouge, connue pour ses niveaux élevés de rayonnement solaire, ainsi que ses éruptions. La surface de la planète pourrait donc être trop hostile à la vie telle que nous la connaissons. En outre, une année sur Kepler 438b est beaucoup plus courte, puisqu'elle ne dure que 35 jours terrestres. Cela pourrait entraîner des fluctuations de température extrêmes à la surface de la planète. Mais peut-être abrite-t-elle des formes de vie extraterrestres robustes, qui se sont adaptées à ces conditions uniques. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça vaut toujours la peine de garder un œil dessus. Voilà, c'était une petite liste d'exoplanètes découvertes au cours des dernières années. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous serons en mesure de découvrir de nouvelles exoplanètes beaucoup plus fréquemment. On ne peut qu'espérer que quelques-unes d'entre elles se révéleront être habitées. Laisse-moi te raconter une petite histoire.
Dans un système stellaire très très lointain, à 2600 années-lumière pour être plus précis, se trouve une exoplanète baptisée Kepler 1658b. C'est une géante gazeuse semblable à notre Jupiter. Mais ce qui la différencie de Jupiter, c'est que cette pauvre planète est condamnée. Elle se dirige en spirale vers son étoile mère, ce qui finira par provoquer une brûlante collision. Mais le plus intéressant, les astronomes seraient restés totalement ignorants de ce fait s'il n'y avait pas eu un tout petit indice. Il s'agissait d'un changement absolument minuscule dans l'orbite de cette planète. Et il serait passé complètement inaperçu si les astronomes n'avaient pas comparé plus d'une décennie de données collectées par différents télescopes. Concrètement, les astronomes ont observé cet exo-Jupiter passer entre notre planète et son étoile mère une fois toutes les 2 semaines au cours des 13 dernières années. Et ils ont constaté que l'orbite de la planète était de plus en plus réduite. Chaque année, Kepler 1658b a besoin de 131 millisecondes de moins pour effectuer une révolution autour de son étoile. Si cette tendance se poursuit, la planète entrera certainement en collision avec son astre dans 2,5 millions d'années. Même avant cette découverte, des simulations informatiques prédisaient déjà que certaines planètes pourraient finir par s'écraser sur leur étoile. Mais c'est la première fois que les astronomes ont acquis une preuve concrète d'une pareille issue, en mesurant des changements presque imperceptibles dans l'orbite d'un corps céleste. Ils savent maintenant avec certitude ce qui se passe lorsqu'une planète s'apprête à s'écraser sur son étoile, même si nous ne serons probablement pas là pour en être témoins. Mais laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette planète condamnée. Elle a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA, aujourd'hui hors service. Lancé en 2009, il avait pour mission de trouver des planètes en orbite autour d'autres étoiles, appelées exoplanètes. Et la toute première exoplanète repérée par le télescope a été la géante gazeuse dont nous venons de parler. Mais il aura fallu une dizaine d'années aux astronomes pour confirmer que ce corps spatial était bien une exoplanète. Cet astre est comme une version plus dense de Jupiter, prend l'équivalent de 6 Jupiters en termes de matière, presse-les en une boule environ 1,1 fois plus grosse, et voilà le travail. La planète est en rotation synchrone avec son étoile mère, ce qui signifie qu'elle effectue un tour complet chaque fois qu'elle achève une révolution autour de l'étoile. Par conséquent, c'est toujours le même côté de la géante gazeuse qui fait face à cette dernière. C'est la même chose que pour notre Lune. Notre satellite naturel est en verrouillage gravitationnel avec la Terre, c'est pourquoi nous ne voyons que la moitié de sa surface. Qu'est-ce qui attire inexorablement l'exo-Jupiter vers son étoile ? Eh bien, c'est le même processus qui éloigne la Lune de la Terre. Lorsqu'une Lune se trouve en orbite autour d'une planète, ou qu'une planète est en orbite autour d'une étoile, leurs forces de gravité interagissent et exercent une attraction sur la masse de l'autre. C'est ce qui provoque les marées sur Terre. Cette attraction libère de l'énergie et elle peut faire accélérer ou ralentir un objet. Dans le premier cas, le corps spatial s'éloignera peu à peu. Dans le second, il commencera à se rapprocher. Et c'est exactement ce qui arrive à cette géante gazeuse. Son étoile mère a une masse 1,5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Il n'est donc pas étonnant que ces forces de marée ralentissent progressivement le mouvement de la planète, l'attirant vers l'intérieur. Tout cela semble assez tragique, mais cette collision potentielle n'est pas, et de loin, la chose la plus bizarre qui se produise dans l'espace. Penchons-nous sur d'autres cas. Bételgeuse, par exemple, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à s'assombrir en 2019. Et cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà enflé pour atteindre des proportions phénoménales. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Puis Bételgeuse est devenue moins lumineuse durant l'automne 2019, et ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements étaient perceptibles à l'œil nu, et pour cause, la luminosité de l'étoile avait chuté de 2/3. À ce moment, les astronomes étaient persuadés que Bételgeuse était sur le point d'exploser en une supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais de façon inattendue, elle a retrouvé sa luminosité habituelle. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait éjecté une partie de sa matière et que celle-ci bloquait partiellement sa lumière. Que dirais-tu d'exoplanètes semblables à de la barbe à papa ?
Il s'agit de planètes particulières situées en dehors de notre système solaire. Également surnommées super puffs, elles ont la densité la plus faible jamais enregistrée, ce qui leur donne un aspect aérien et dufteux. Bien qu'elles ressemblent à la friandise la plus emblématique des parcs d'attractions, ces planètes sont absolument énormes. À bien y penser, les scientifiques découvrent sans arrêt des choses bien étranges dans l'espace. Certaines d'entre elles ressemblent juste à des taches floues. Mais il y a un type de ces taches qui ne s'apparente à aucun autre corps spatial connu. Les ORC, ou cercles radio étranges, ne sont visibles qu'au moyen de radiotélescopes. Il pourrait s'agir des restes de supernovas, mais certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'ils pourraient être l'entrée de trous de verre. Il s'agit de tunnels hypothétiques entre deux points très éloignés dans l'espace. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Cette manifestation inhabituelle consistait en des phénomènes lumineux transitoires bleutés, virevoltant au-dessus de la surface de la planète. Il s'agissait de deux types d'éclairs étincelants, qui se produisent pendant de courtes périodes de temps, quelques millisecondes tout au plus. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 100 km au-dessus d'orages massifs. Les planètes errantes ne tournent pas autour de leur étoile, peut-être parce qu'elles n'en ont tout simplement pas. Ces corps spatiaux flottent librement à travers l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont également assez difficiles à détecter, car les planètes errantes ne produisent que de faibles émissions. Mais il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont repéré la plus petite planète errante de la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. Les sursauts radio rapides sont des émissions spectaculaires d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes, sauf qu'ils recèlent autant d'énergie que notre Soleil en produit en plusieurs jours. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, des astronomes en ont détecté quelques-uns provenant de notre propre galaxie. Et leur source était un magnétar situé à seulement 30 000 années-lumière de notre planète. Si elles existent, les pattes nucléaires sont la matière la plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière semblables à des spaghettis. Elles peuvent se briser, mais seulement si tu y appliquais 10 milliards de fois la pression nécessaire pour rompre l'acier. Il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voûte céleste avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent y distinguer clairement des étoiles individuelles, à moins qu'elles ne soient énormes. Et l'étoile dont nous parlons l'était clairement. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que notre Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près après quelques années, mais il était déjà trop tard. L'étoile avait disparu. Des étoiles aussi massives achèvent généralement leur existence dans des supernovas extrêmement lumineuses, mais les astronomes n'ont rien remarqué de tel. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir, sans produire de supernova au préalable. Ce phénomène se produit chez les étoiles en fin de vie, mais demeure extrêmement rare. Il y a les trous noirs, et il pourrait y avoir aussi des mini-trous noirs, même si leur existence n'a pas encore été démontrée. Contrairement à leurs énormes cousins, ces hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, soit pas plus gros qu'un atome. Leur masse pourrait varier, mais ces corps miniatures pourraient avoir la masse d'1 millier de voitures. Une théorie affirme qu'une immense quantité de micro-trous noirs aurait pu être créée juste après le Big Bang et le commencement de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à avancer que notre planète pourrait être traversée par 1 ou 2 mini-trous noirs tous les jours. À plus de 7000 années-lumière de la Terre se trouve la nébuleuse de l'Aigle, un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années. Le télescope spatial Hubble a réussi à prendre une photo de plusieurs formes sombres près du centre de cette nébuleuse. Il s'agit des piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Avoue quand même que ça a du style.